Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle vidéo et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une critique de film. Un film qui m'a plu mais à un point, et il est extraordinaire ce film là, je ne peux que vous le conseiller. C'est un des films de cette fin d'année qui m'a le plus étonné, auquel j'ai fait une réaction au trailer, donc je m'attendais déjà à pas mal de choses de ce film, et il a conquis mes attentes, et en faisant encore plus que conquérir mes attentes, il a répondu à des questions, il a posé des questions, il a fait tout ce qu'un bon film doit faire, avec de la bonne action, de la musique, mais faudra qu'on en parle de la bande sonore parce qu'elle est vraiment bien. Comment dire, des beaux plans aussi, des très beaux plans. Bon, après, quand je vais vous dire de quel film on parle, c'est normal que s'il y ait de beaux plans dans ce type de film là parce qu'on a l'habitude. C'est du coup un film qui est sorti au moment où je vous parle hier, et je vous dirai donc la date de sortie officielle en France quand je vous parlerai de ce film. Déjà, petit aparté, suite à la réaction de Madame Web, j'ai pu voir pas mal de trucs, c'est pas par rapport à ce film là, mais par rapport à Madame Web, j'ai pu voir pas mal de critiques, et un peu pourries, et un peu chiantes d'ailleurs sur le moment, parce qu'elle a pas les yeux blancs, le Spider-Woman costume noir de Sydney Sweeney. À un moment donné, il faut arrêter de gueuler pour un truc qu'on voit pas dans le trailer. Je vous rappelle que dans les images, pas dans le trailer, mais dans les images du tournage de Deadpool, Wolverine a les manches courtes, et pas les manches longues jaunes. Parce que c'est mieux. Dans le trailer, ça se trouve, ils seront pas là non plus. Il faut arrêter de critiquer tant qu'on n'a pas vu le produit final. Il faut juste apprécier ce qu'on nous donne. Et si vous n'aimez pas, voilà, peut-être vous n'aimez pas, mais ne pas cracher dessus. Parce que vous n'aimez pas. Non, à un moment donné, les gens ont le droit d'aimer. Donc s'ils aiment, ils aiment. C'était une petite aparté. Donc maintenant, on peut parler du film dont je vais faire la critique. Donc je parle bien sûr d'un film préquel d'une grande trilogie, puisque je parle du film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est donc le préquel de la trilogie Hunger Games, avec dans les rôles assez importants Tom Blitz, Rachel Zegler ou encore Peter Dinklage et Viola Davis. Ce film est donc sorti le 15 novembre 2023, c'est-à-dire, oui, hier au moment donc, où je fais cette critique. Et je pense qu'on peut commencer en fait par parler de personnages, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les personnages, et c'est sûr que on va en avoir des choses à dire, et c'est le mieux en fait. Et donc on va commencer par les principaux, c'est-à-dire Lucy Gray Baird, jouée par Rachel Zegler, et Coriolanus Snow, version jeune, jouée par Tom Blitz. On va commencer, je pense d'ailleurs, par Coriolanus, parce qu'il est impressionnant. Il lui donne en fait un, comment dire, il donne de l'humanité à ce personnage donc de Snow qu'on voit vieux dans les Hunger Games, ce tyran. Il donne de l'humanité à cet homme. On comprend, on arrive à avoir de l'empathie pour cet homme. On arrive à avoir un autre œil sur la trilogie Hunger Games juste en voyant ce film-là, ce qui est très important. Donc c'est un Snow qui en fait est un jeune étudiant qui pensait remporter un prix parce qu'il est un peu pauvre, il a des difficultés à vivre avec sa cousine donc jouée par Hunter Schafer, donc qui est Tigris Snow, qu'on connaît d'ailleurs bien dans les Hunger Games, qui a de l'empathie pour les gens, qui est assez différent de tous les gens de leur haute société qui sont eux, qui en fait ne veut pas, elle est pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'elle est vraiment pour les Hunger Games, on la voit peu de temps, mais c'est le personnage vraiment lié aux tribus, qui a de l'empathie pour eux, qui ne comprend pas les choses, c'est un petit aparté, mais elle est assez importante cette femme-là. On a donc, on va revenir d'ailleurs sur Coriolanus parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc c'est un homme qui va donc devenir le tribut de Lucy Gray, du district 12, donc joué par Rachel Zegler. Et cet homme-là, en fait, va passer par plusieurs phases. Et d'ailleurs, ce film est en 3 parties. La première partie, c'est le mentor, oui, donc le mentor de la jeune fille qui va donc entrer dans les jeux, dans l'arène, et qui va donc devoir survivre. On a la troisième partie qui est le pacificateur, et la deuxième partie que j'ai tout à fait zappé le nom, mais donc on a 3 parties importantes. Et ces parties-là, en fait, on se rend compte que il va manipuler ses camarades et tout pour que dans l'arène, du coup, elle puisse survivre. Elle va mettre d'ailleurs la dernière survivante. Il va en fait tricher pour qu'elle gagne. Il y a des serpents qui de base n'acceptent que la transpiration, et à un moment donné, il essuie ses yeux avec un mouchoir qu'il met donc dans le bocal des serpents pour que du coup, il ne la tue pas à la fin des jeux. Puisque c'était le but de la créatrice des jeux, donc Volunia Gold, dont je parlerai ensuite parce qu'elle est importante aussi. Et cet homme-là donc, va tricher, et donc il va du coup être envoyé en tant que pacificateur au district 12, où du coup il va retrouver Lucy, qui est une femme très joyeuse. Ils vont avoir une histoire d'amour, ils vont bien vivre. Lui, il va devoir aussi un peu trahir ses amis pour retourner au Capitole, pour retrouver sa place qu'il veut en fait retrouver. Même si à la fin en fait il veut en fait s'enfuir avec Lucy.
Et il va pas réussir à s'enfuir, elle va en fait, elle est un peu hautaine, elle est un peu différente, en fait, elle va partir sans lui. Et en fait, c'est quelque chose qui va lui faire du mal, et qui va donc, c'est en ça que ça va le transformer. D'ailleurs, on a la dernière parole du film, c'est toutes les choses qu'on aime nous font mal. D'ailleurs, c'est la voix de Donald Sutherland qui jouait donc Coriolanus Snow vieux dans les Hunger Games, les premiers. Et en fait, c'était un homme qui a vécu une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Il a vécu aussi des choses dans les streets. Donc en fait, il comprend mieux ce que sont les Hunger Games. C'est pas pour punir comme il le pense de base, mais vraiment pour faire comprendre aux gens qui ils sont et donc quelle est leur place et pourquoi ils sont là dans les Hunger Games. Et c'est en ça que cet homme, en fait, il devient ce qu'il devient par ce qu'il a vécu, parce qu'on l'a fait vivre. Donc en fait, il n'est pas si mauvais que ça. Enfin, il est mauvais, c'est sûr, c'est un grand tyran, mais on se rend compte de pourquoi il est mauvais. C'est une question d'ailleurs qu'on se posait dans les premières trilogies. Moi, je me la posais, c'est pourquoi il est si mauvais que ça. Pourquoi, qu'est-ce qu'il a pu faire, qu'est-ce qu'il a pu lui arriver et tout. Donc on a la réponse dans ce film-là, et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle. Et donc maintenant, on peut aussi parler du coup de sa petite amie en quelque sorte, donc Lucy Greybird, qui est donc en fait une femme qui adore chanter pour faire parler, qui aime bien s'amuser et tout. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle va conquérir le public avec une chanson donc, qui fait référence au premier Hunger Games. D'ailleurs, c'est un truc dont je vais parler par la suite, que c'est important. The Ending Tree. Je pense que vous savez d'ailleurs de quoi on parle quand je parle de ça. Elle fait aussi, quand elle danse, des gestes qui font rappeler d'autres personnages, dont je parlerai donc dans une autre partie de la vidéo parce que c'est important. Et donc, on a cette femme qui va donc réussir à survivre, qui va avoir de l'empathie pour les autres personnes aussi, pour l'autre tribu du coup de District 12 qui en fait elle va essayer de le sauver là où en fait Coriolanus voulait qu'elle se barre, qu'elle gagne en fait. Et ben elle va essayer de sauver, elle va essayer de gagner, mais elle va aussi essayer de sauver ces gens-là. Elle veut pas en fait, elle comprend la vraie humanité, elle est liée à tout le monde et elle va réussir à gagner tout. Donc elle va rentrer chez elle, elle va vivre sa vie et tout avec lui. Elle va être en fait une rebelle. Lui ne le savait pas, mais il va découvrir qu'elle était une rebelle. Ça le gêne pas parce que lui aussi est une sorte de rebelle contre du coup Voliniam Gaul et les hauts placés du Capitole. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que désolé, elle est rebelle et tout, et en fait elle va partir sans lui. Et ça parle du coup de serpent et d'oiseau moqueur parce que elle est liée au serpent, pendant que lui est lié aux oiseaux moqueurs, parce qu'en fait les oiseaux moqueurs c'est les G moqueurs, donc on a dans les Hunger Games, la trilogie, qui en fait rapporte tout, et donc c'est comme ça qu'il va trahir un de ses amis. Cet ami d'ailleurs s'appelle Sejanus Sejanus Plint, joué par Josh Andrés Rivera. C'est en fait un homme du Capitole qui veut aider, même son tribu, il va aller dans l'arène pour aller l'aider, il va même forcer Coriolanus à tuer des gens alors qu'il ne le voulait pas, il va forcer aussi à le trahir parce que lui en fait il s'allie avec les gens du district et tout pour faire des coups d'état, pour s'en prendre au Capitole et tout, et lui en fait veut bien se faire avoir Coriolanus, donc en fait il va trahir son ami, qui est son meilleur ami, et qui va se faire d'ailleurs prendre. En fait, cet homme-là, c'est le côté bon, l'homme qui est vraiment proche du peuple, qui ne comprend pas ces jeux-là, c'est un Games qui est vraiment énervé par ça, qui veut se battre contre ça. C'est vraiment le rebelle parfait dans la haute société. Et Coriolanus va le trahir pour son bienfait. C'est un acte mauvais, mais ça va l'aider à leur venir au Capitole, donc à du coup être l'élève de Voliniam Gaul, qui est en fait la créatrice des Hunger Games et celle qui du coup les lance chaque année. Et c'est comme ça que du coup lui aussi va les lancer par la suite, enfin il va s'en occuper par la suite. Parce que d'ailleurs lui a proposé de nouvelles idées pour du coup attirer le public, c'est-à-dire qu'il y ait des cérémonies d'avant les Hunger Games pour que du coup les personnes puissent gagner des dons, que le public puisse avoir ses favoris et tout, donc ça attire du gens. Et ça qui est assez intéressant, donc maintenant on peut parler du coup d'ailleurs du personnage de Viola Davis, donc le docteur Volumnia Gaul, qui donc c'est Hunger Games à elle. Et elle adore faire ça, elle adore inventer, elle est très cynique aussi. Et son but à elle, c'est vraiment que le Hunger Games se passe bien, qu'il y ait des gens qui est vraiment survivants, qu'il y ait des morts et tout. Elle va même vouloir se venger parce qu'à un moment donné les rebelles ont fait un coup d'état et un attentat dans ces Hunger Games à elle pour du coup prendre parole, pour faire du mal en fait à ces Hunger Games et à elle après. Donc ça va l'énerver, c'est pour ça que d'ailleurs elle est serpent et du coup qu'elle peut tuer tout le monde, en fait ça va pas se passer. Et c'est vraiment le méchant du film qui a pas vraiment de cœur et tout, qui veut juste la mort, qui s'amuse et tout, qui va même avoir la difficulté à accepter que Lucy ait gagné. Elle va laisser plusieurs moments avant d'accepter qu'elle ait gagné, donc la laisser sortir. Et c'est elle qui va du coup après faire comprendre, en l'envoyant dans les districts avec du coup le personnage dont je parlerai,
Coriolanus Snow pour qu'il découvre la vie et qu'il en fait sache pourquoi elle est comme ça et donc c'est comme ça que lui va devenir comme elle. Donc quand je parle aussi de l'autre personnage, c'est le Casca Highbottom, donc le doyen Highbottom de Peter Dinklage qui déteste Coriolanus et qui est en fait celui qui lance les Hunger Games, qui lance d'ailleurs le choix des districts. Et c'est un homme en fait qui est rongé. On l'a toujours montré comme quelqu'un de méchant, d'assez grave, d'assez sérieux, qui déteste Coriolanus, qui est vraiment horrible. Et en fait, on comprend vers la fin du film qui il est vraiment. C'est en fait celui qui, avec le père de Coriolanus Snow, étant bourré et tout, il a créé les Hunger Games, mais sans le vouloir, et ça a toujours quelque chose qui lui a fait du mal. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a toujours bu de la morphine, parce que il détestait voir ces actes horribles là et tout. Donc c'est l'homme humain qu'en fait on montre d'un autre côté. On montre un méchant qui en fait n'est pas du tout méchant. C'est un peu la différence. Par rapport d'ailleurs à Viola Davis qui joue Napoléon Cool qui est vraiment méchante, Coriolanus qui devient méchant par la suite, un tyran. Et on a ces moments-là où en fait il va d'ailleurs mourir en buvant une des fioles de morphine que lui a ramené Coriolanus des districts et dans lequel il a mis une sorte de poison qu'il avait d'ailleurs donné à Lucy, qu'elle a d'ailleurs utilisé dans les Games pour gagner. Elle a tué une ou deux personnes, lui on a tué 2 ou 3. Et il prend goût à ça en fait, j'ai l'impression. Et en fait du coup il va tuer vraiment ce doyen là, qu'il a toujours détesté, donc il a tué un peu son pire ennemi. Et c'est comme ça qu'on a le Coriolanus qui devient tyran, qui commence à devenir, on a l'impression, mauvais, tyran, qui se gêne pas pour tuer les gens, ça le fait pas de mal, en fait il s'en fout. Comme un peu le tyran qu'on a donc dans les Hunger Games, je crois 100 ans après, ou un truc comme ça. Donc c'est... On a un film de 2h45 qui nous explique vraiment pourquoi Coriolanus est comme ça, et comment il devient comme ça. Et quand je parle des personnages, c'est un peu la seule chose que j'ai à dire. On a les plans aussi qui sont très magnifiques. On a un des personnages des Hunger Games qui s'appelle, si je retrouve le nom de la personne, parce qu'il est génial. Si j'ai son nom... je sais pas son nom parce qu'on n'a pas son nom dans les crédits. Un des tribus qui voit tout le monde mort, qui défonce un drapeau, enfin il le détache, le porte derrière son dos comme un super héros. Je crois que ça fait un peu penser à une affiche qu'on a de. Je crois que c'est une scène qu'on a dans un Superman ou peut-être dans The Boys, dans la série The Boys, je sais plus. Et il le porte jusqu'à aller, en fait, le mettre sur les gens morts pour du coup les enterrer en quelque sorte. Et ce plan est magnifique. On a des plans encore plus magnifiques, donc on a tout en fait la ville de Panem. Et en fait, c'est là où on se rend compte que la ville ressemble énormément au régime totalitaire nazi qu'on avait. D'ailleurs, c'est un truc que j'avais remarqué dans les premiers Hunger Games, c'est qu'on retrouve énormément dans ceux-là. C'est un truc qui m'impressionne, c'est vraiment, j'ai l'impression, une critique que fait donc Francis Lawrence qui a du coup réalisé ce film-là. Si je me trompe pas de personne, j'aimerais juste ne pas me tromper. C'est bien ça. Et en fait, elle nous fait vraiment une critique des trucs totalitaires, nazis, vraiment pas que nazis, mais vraiment trucs totalitaristes avec le tyran. Mais à côté de ça, on comprend qui est le tyran, comme là où on pourrait parler d'histoire, Hitler, ça a été un tyran, on n'a jamais vraiment compris pourquoi, on n'a jamais voulu comprendre pourquoi. Après, c'est pas une critique, c'est comme ça, c'est l'histoire. Hein. Dans ce film-là, en fait, ils veulent nous faire comprendre pourquoi le tyran est comme ça, comment il est venu comme ça. Et c'est hyper intéressant. Sur les plans aussi, c'est très joli. On a la forêt qui est très jolie, le district. Il fait un peu. En fait, il y a deux parties du district. Il y a la partie vraiment bidonville et tout, et la partie forêt qui est magnifique. Là, on retrouve souvent du coup Coriolanus et la famille de Lucy, sa sœur et tout, ensemble parce qu'ils veulent pas être vus. C'est là aussi où il va du coup devenir fou, et donc c'est là où il va devenir un peu tyran dans cette dernière scène là où elle se barre de lui, et lui la cherche en fait. Et en fait, on a aussi la bande sonore dont faut que je parle, parce que la bande sonore bande originale de James Newton Howard est magnifique. La musique est emmenée au bon moment. Bon, déjà quand elle chante, Lucy, les chansons sont très jolies, elles sont très travaillées. Je sais pas si Rachel Zegler chante vraiment, mais en VO, c'est parce que les chansons sont en VO, et d'ailleurs heureusement elles sont magnifiques. D'ailleurs on a le coup de Young Trick qu'on a donné dans la trilogie originale, et ben aussi dedans, donc ça nous fait un lien avec la trilogie originale. D'ailleurs en plus du coup Thierry, ce qu'on voit, Coriolanus Snow, les districts 12 et tout. C'est du coup cette phase de fin qui fait référence du coup à cette du coup tous ceux qu'on aime nous font le plus, tous ceux qu'on aime nous font le plus mal. Que du coup dit d'ailleurs Coriolanus Snow dans la trilogie. Donc c'est ce moment, il n'y a pas de post-crédit, mais c'est ça qui nous fait raccord en plus des autres choses. Et c'est ça qui est cool d'ailleurs. Et il y a d'autres choses qui font d'accord raccord. Et c'est là où je veux en venir en fait quand je vais du coup vous parler de la suite. Ça va être d'ailleurs du coup
cette partie-là va être assez différente de ce que je fais de base. C'est-à-dire que ça va être un what next, mais en fait pas vraiment sur une suite, mais c'est comment est relié du coup Lucy Gray surtout et Katniss. Parce qu'elle est vraiment reliée par un point important. Déjà, quand Lucy Gray elle, se baisse pour saluer, c'est un peu comme quand Katniss se baisse aussi avec son arc, quand on avait dans je crois dans le premier film. Les deux connaissent la chanson The Hanging Tree, qu'elle chante d'ailleurs. Il y a un truc assez intéressant, c'est qu'elle a une sœur, Lucy Gray, qui s'appelle Maudie Ivory Baird, parce que c'est Lucy Gray Baird et Maud Ivory Baird, désolé, Maud Ivory Baird. Et en fait, cette femme est blonde d'ailleurs, comme la mère du coup de Katniss Everdeen. Et elle ressemble énormément, on a l'impression que ça pourrait être en fait la grand-mère de Katniss. Là où du coup, Lucy serait donc la grande-tante de Katniss, et là où ça les relie. Et c'est ça qui nous fait voir aussi, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont une scène où ils ramassent en fait des plantes avec des racines qu'ils mangent, qui s'appellent des Katniss. Donc ça veut dire que la sœur connaît ce nom-là, qu'elle a pu donner ce nom à sa fille aînée d'ailleurs, qui a une sœur. Et c'est en ça qu'on pourrait du coup relier Lucy et Katniss, qui du coup, Katniss serait donc la grande nièce, là où Lucy est donc de la grande tante de Katniss. Et donc elle connaîtrait, du coup, Maud Ivory serait donc la grand-mère de Katniss. Et c'est ça où ça pourrait être assez intéressant, où en fait, je pense que si Snow est aussi tyrannique et tout avec elle, on le voit un peu méchant avec elle, c'est parce que ça lui rappelle du coup ce Katniss, il connaissait ça avec Lucy, je pense que ça lui rappelle un peu sa jeunesse où il était rebelle ici et tout. Et donc en voyant ça, ça lui rappelle qui il était avant, qui il est devenu. Et du coup, c'est quelque chose qui lui rappelle son passé, je pense qu'il aime pas vraiment ça, c'est pour ça qu'il est aussi méchant. Et c'est une sorte en fait, quand on voit que du coup dans la dernière trilogie à la fin elle le tue, je me trompe pas, en fait c'est un peu un cercle vicieux qui se termine, c'est-à-dire que Katniss est née grâce du coup de Maud Ivory, de Lucy du coup qui était l'ex petite amie de Snow, et Snow est tué donc par la grande nièce de la femme qu'il aimait. Et c'est peut-être en fait ça fait une sorte de vengeance en soi qui est on a l'impression que c'est une vengeance en soi qui est travaillée depuis tellement longtemps et qui du coup Lucy au travers de Katniss a réussi à se venger de, même si c'était peut-être pas son but, mais t'as l'impression que Lucy a réussi à se venger de Snow, et que du coup elle a réussi, Snow mourra tué par la main de la personne de la même famille que celle qui l'a trahi, qui lui a donné un chagrin d'amour, qui l'a en fait rendu qui il était. Et ça qui est assez intéressant du coup quand on voit Katniss et tout, et c'est comme ça que et c'est comme ça qu'aussi on a du coup cette vision assez différente de la trilogie Hunger Games. Donc si vraiment vous aimez la trilogie Hunger Games, je ne peux que vous conseiller de voir ce film là, donc le Hunger Games, c'est la balade du serpent et l'oiseau chanteur, parce que vous allez avoir un autre regard sur la trilogie Hunger Games, un regard plus intéressant, un regard vraiment intéressant à avoir. D'ailleurs, je peux que vous conseiller ce film, il est long, 2h45, je suis d'accord, mais il mérite d'être vu. Vraiment, si vous aimez la trilogie originale de Hunger Games, vous ne pouvez pas passer à côté de ce film-là. Moi, j'ai adoré ce film, l'action est elle est bien amenée, on a des moments de flottement et tout qui sont bien aussi, qui sont assez intrigants, on a des moments aussi entre les deux ensemble qui sont importants. On a des scènes, en fait les scènes sont jamais au hasard, il y a quelques points faibles que je peux ramener, c'est que le high bottom, donc joué par Nicolas Cage, il est très peu présent, là où ce serait important, où en fait on aurait dû avoir des flashbacks sur la création des jeux et tout, alors que là on est déjà au 10ème. Et on n'a pas en fait la création vraiment des Hunger Games. On a aussi d'ailleurs du coup la même famille que du coup César Flickerman, donc c'est Lucius Lucky Flickerman, qui est donc joué par juste que je le retrouve parce qu'il n'est pas à côté, Lucretius Lucky Flickerman, joué par Jason Schwartzman. Donc c'est pas celui qu'on a du coup, c'est pas César Flickerman, donc, mais du coup c'est son ancêtre, parce que César Flickerman en fait est joué, je crois par joué son nom, je crois que c'est Mark Strong, mais je suis pas sûr. Attendez, César Flickerman, il est joué par Stanley Tucci, donc je me suis trompé. Et donc en fait, on a aussi les ancêtres et tout, donc on a ce personnage qui est assez important aussi parce que c'est lui qui présente les Hunger Games, qui vraiment là, et d'ailleurs c'est vrai que je n'ai pas fait une petite aparté, je n'ai pas beaucoup parlé, mais parce qu'il a peu de présence, même quand sa présence est assez imposante, donc ça c'est cool de l'avoir, tout comme d'ailleurs celle de César. Les deux se ressemblent énormément en fait. Et ce film en fait, oui, il te lit tout le monde avec la trilogie Hunger Games, il te répond à des questions, il t'en pose aussi quelques-unes parce que tu te poses du coup la question de qui était vraiment le père de Cornelius puisqu'il est mort au moment du début du film.
On sait vraiment qu'est-ce qu'il a fait de mal et tout, on sait juste qu'il a fait des choses mal. Pourquoi il a créé Hunger Games, même si du coup le doyen Harry Potter n'était pas pour, mais il a mis les deux noms dessus donc il était obligé. Et du coup, peut-être qu'il y a un préquel sur le préquel, c'est intéressant pour avoir au moins le début, ou au moins peut-être avoir un livre, je pense que ça existe d'ailleurs. Et on arrive aussi du coup à avoir du coup les questions qu'on se posait sur pourquoi Coriolanus est comme ça, quel est le lien entre pourquoi pas Coriolanus et Katniss, quel est le lien entre Lucy et Katniss maintenant qu'on connaît Lucy. Et donc on a tous ces trucs qu'on arrive à lier tout le monde. Donc ce film là, nous, en fait, c'est un peu celui qu'on avait besoin pour comprendre la trilogie Hunger Games. On la comprenait déjà de base, mais là on la comprend, je trouve, encore mieux, avec des plans magnifiques, des jeux d'acteurs très bons aussi, hein. De la musique, mais je pense que c'est une bande originale qu'il faut écouter plusieurs fois, qui est hyper intéressante, avec les chansons de Lucy, qui sont hyper adorables, hyper douces et tout, et de l'action bien amenée et tout. C'est vraiment l'un de mes films qui m'a le plus surpris de l'année, avec Babylone et Oppenheimer d'ailleurs. Je suis très content d'avoir vu ce film donc, qui est à sa sortie. Je ne peux que vous le conseiller et au moment où je peux le revoir, je pense le revoir plusieurs fois, mais même si c'est illégalement et tout, même si c'est mal, je ne conseille pas d'ailleurs de voir un film en streaming, mais aller le voir au cinéma. Mais au moment donné, s'il y a un DVD qui sort, j'essaierai de le prendre parce que ce film-là doit faire partie de ma collection. C'est un des films qui m'a le plus marqué cette année. Et je peux que vous conseiller de le voir. Vraiment, allez le voir si vous avez la trilogie originale. C'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique. Et ciao tout le monde!